Alors, je voudrais maintenant évoquer les institutions des droits de l'homme dans le cadre des Nations Unies. Il y a deux grandes branches qu'il faut distinguer, c'est les organes des Nations Unies qui sont prévus par la Charte et les organes subsidiaires, et puis tout un système de conventions qui ont créé des comités d'experts indépendants. S'agissant du premier volet, le système fondé sur la Charte est un système qui part des principes de la Charte des Nations Unies. La Charte, dès le préambule, insiste sur l'importance des droits de l'homme et ensuite elle prévoit des organes spécialisés dans le domaine des droits de l'homme. D'un côté, les organes principaux comme l'Assemblée générale ou le Conseil économique et social ont des compétences en matière de droits de l'homme, peuvent adopter des textes, des résolutions, faire des études. De l'autre, ces organes peuvent créer des organes subsidiaires sur les droits de l'homme. La Charte prévoit que le Conseil économique et social crée une commission pour le progrès des droits de l'homme. Ça a été la Commission des droits de l'homme mise en place en 1946, qui est la matrice de tout le droit des droits de l'homme depuis 60 ans. Mais une rupture est intervenue en 2006 avec la suppression de la Commission, qui avait été diabolisée assez injustement à mes yeux, mais remplacée par le Conseil des droits de l'homme. Et le Conseil des droits de l'homme a une grande différence avec la Commission, c'est que c'est un organe subsidiaire de l'Assemblée générale. Donc on a gagné un cran, le Conseil rend compte directement à l'Assemblée générale. Sinon la logique est la même, c'est un organe interétatique où les États siègent avec une logique d'État, des intérêts politiques, des objectifs politiques. Et donc quand on parle de politisation des droits de l'homme, c'est inévitable dans un système qui est composé d'États, même s'il y a une place qui est faite aux ONG ou aux experts indépendants. La Commission des droits de l'homme, hier, et le Conseil des droits de l'homme aujourd'hui, sont l'origine de toute une série de mandats. Et là, on voit une dialectique entre les États, la logique des États, et le travail des experts indépendants. Il y a une quarantaine de mandats qui ont été mis en place, donc je ne rentrerai pas dans les détails, ça serait fastidieux, mais vous avez deux grandes catégories de mandats, des rapporteurs par pays qui sont chargés de surveiller une situation de violation des droits de l'homme ou de participer à l'assistance, la coopération technique à l'égard de ces États. Récemment, des nouveaux mandats ont été créés concernant le Bélarus, la Syrie, l'Érythrée, des points tout à fait sensibles. Il y a aussi des vieux mandats qui existent depuis 20 ans concernant la Birmanie, Myanmar, la Corée du Nord. Donc là, le rapporteur doit faire tous les ans un bilan de la situation des droits de l'homme, soit en allant dans le pays si le pays veut coopérer, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, le pays souffle le chaud et le froid, accepte le rapporteur, et puis à la lecture du premier rapport, refuse ensuite les visites ultérieures. Mais même sans rapport, le rapporteur peut travailler avec des sources crédibles qu'il obtient à l'extérieur. Parallèlement, vous avez des rapporteurs thématiques qui sont chargés d'une grande question. Il y a un rapporteur sur la torture ou un rapporteur sur le droit à l'alimentation. Donc sont couverts aussi bien les droits civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels. Parfois, à côté d'études académiques pour définir et enrichir la notion, développer ce qu'on appelle la soft law, le droit mou ou le droit dérivé, ces mandats ont aussi des pouvoirs d'enquête. Ils peuvent faire des appels urgents, examiner des communications individuelles et aller sur le terrain. Les procédures les plus développées sont des groupes de travail. Je citerai seulement deux groupes de travail, l'un sur la détention arbitraire et l'autre sur les exécutions forcées ou involontaires. Le propre d'un groupe de travail est composé de 5 membres, 5 experts indépendants venant des 5 continents, ce qui donne une diversité géopolitique, mais aussi une collégialité. Il peut y avoir une délibération et une motivation, un élément quasi judiciaire ou quasi juridictionnel qui est tout à fait novateur, puisque par définition, ces procédures s'appliquent à tous les États de la planète, même les États qui n'ont pas ratifié les traités de base en matière de droits de l'homme. Alors, l'autre système qui s'est développé dans le cadre des Nations Unies, c'est celui des traités relatifs aux droits de l'homme. Dès l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme
en 1948, on avait prévu de prolonger la déclaration par un traité en bonne et due forme, créant des obligations juridiques contraignantes pour les États. À l'époque de la guerre froide, on a préféré faire deux instruments, élaborer deux pactes, un pacte sur les droits civils et politiques et un pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont des jumeaux ou des faux jumeaux qui ont été adoptés la même année, en 1966, et qui sont entrés en vigueur 10 ans plus tard, en 1976. Aujourd'hui, ces traités ont une ratification importante, plus de 160 ratifications dans les deux cas, avec des différences. La différence la plus significative est que la Chine a seulement signé le pacte international relatif aux droits civils et politiques et que les États-Unis ont seulement signé le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ce qui fait une sorte de divorce entre les deux systèmes. Mais la plupart des États, comme la France, ont ratifié les deux pactes et le régime de mise en œuvre des deux pactes est le même aujourd'hui. Initialement, il était assez différent, mais aujourd'hui, vous avez deux comités d'experts indépendants qui reçoivent des rapports des États et qui, grâce au protocole facultatif au pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels adopté en 2008, peuvent chacun recevoir des communications individuelles. Donc le système est vraiment mis à niveau. Dans les deux cas, vous avez les mêmes protections, rapports, communications individuelles.